Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur Djibouti. Il est 22 heures. Votre journal de la seconde édition. Au sommaire, cette édition. La troisième séance des conseils des ministres fixant des nouvelles réformes et projets prioritaires. L'objectif, renforcer l'action publique, améliorer la vie quotidienne des citoyens. Également dans l'actualité de cette édition, Djibouti s'appuie sur la Mada'a Afar pour consolider la paix et la cohésion dans la corne de l'Afrique. Et en nouvelle du monde à Gaza, malgré les destructions d'infrastructures et médecins qui sauvent la vie malgré leurs moyens. Bonsoir et merci de nous avoir rejoints. Le président de la République, son Excellence Mme Marguerite, a réaffirmé l'engagement de son pays en faveur des projets de développement et d'intégration régionale en Afrique. Il s'est exprimé lors de la 43e session du comité des chefs d'État et de gouvernement de l'ODA NEPAD tenue par vidéoconférence. Session qui se tient tous les 6 mois, qui a permis d'évaluer l'avancement des projets et d'adopter de nouvelles modalités pour leur mise en œuvre. Les dirigeants ont notamment travaillé sur le thème assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Ils ont dressé un état des lieux des défis en lien avec l'insécurité alimentaire, le stress hydrique. Le président de la République a salué ainsi le choix du thème fondamental. Il a également réitéré plein soutien de son État à la feuille de route de l'ODA et de NEPAD. Il a également insisté sur la nécessité pour les pays africains de redoubler d'efforts pour garantir un accès durable à l'eau, à l'assainissement face aux conséquences des réchauffements climatiques. Le président de la République, son Excellence Mme Marguerite, a également formulé plusieurs recommandations pour renforcer la résilience des projets de développement et d'intégration, étant mettre en œuvre plus activement les projets de l'agenda 2063, ainsi mobiliser des financements durables innovants pour soutenir les priorités du développement et enfin impliquer davantage de secteurs privés. Le ministre ainsi des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdelkader Hussein Omar, a assisté le président lors de ce sommet virtuel. C'était dans les titres, le Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État s'est tenu donc la troisième séance des Conseils des ministres en ce mardi 10 février 2026 au Palais de la République. À l'ordre du jour, 6 projets de loi à la fonction publique, à l'investissement, ainsi qu'à la décentralisation et la gestion foncière. Voici le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu ce matin, mardi 10 février 2026, la troisième séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Première question, projet de loi portant sur le statut des artistes, ministère de la Jeunesse et de la Culture. Le présent projet de loi a pour objet d'établir un cadre juridique clair, cohérent et structurant afin de professionnaliser les activités artistiques. La reconnaissance de cette profession, la protection effective des droits des créateurs et la structuration durable du secteur culturel. Le projet de loi vise à combler un vide juridique, consacrant l'artiste comme un professionnel à part entière, définissant les conditions d'exercice de la profession, garantissant les droits moraux, patrimoniaux, sociaux et économiques attachés à l'activité artistique et mettant en place des mécanismes de soutien adaptés aux réalités du secteur. Deuxième question, projet de décret relatif au régime disciplinaire des fonctionnaires. Ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Le projet de décret relatif au régime disciplinaire des fonctionnaires constitue un échelon supplémentaire dans le processus de modernisation de la fonction publique djiboutienne. Les premières dispositions du texte définissent de manière claire les fautes disciplinaires, organisent les modalités de contestation des manquements et instaure un régime de suspension strictement encadré destiné à prévenir tout abus en préservant l'intérêt général. Le projet de décret précise ensuite la procédure disciplinaire proprement dite, en détaillant les différentes étapes depuis la convocation et l'enquête jusqu'à la saisine du Conseil de discipline, la délibération et la décision finale, dans un souci constant de rigueur, de transparence et d'impartialité. Le projet de texte prévoit également
des mécanismes de recours et de révision des décisions disciplinaires, ainsi que l'effacement progressif des sanctions, traduisant une approche fondée sur la justice réparatrice et la réhabilitation professionnelle des agents. Troisième question, projet de décret déterminant les conditions de certaines modalités de cessation définitive des fonctions. Le présent projet de décret a pour objet de déterminer les conditions et certaines modalités de la cessation définitive des fonctions des fonctionnaires. Le projet de décret a pour objet de préciser les modalités pratiques d'application de chacune de ces causes de cessation. À ce titre, il définit notamment les procédures administratives applicables, les délais à respecter, les effets juridiques et financiers qui en découlent, ainsi que les garanties prévues tant au bénéfice de l'administration que des agents publics concernés. Ainsi, la séance a également été marquée par plusieurs communications sur l'actualité diplomatique et économique du pays. Le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement est revenu sur les visites du chef de l'État en Éthiopie, les échanges avec les partenaires internationaux ainsi que les accords conclus pour le développement. Et réécoutons sa seconde partie. Quatrième question, projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire les budgets prévisionnels de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANPI pour l'exercice 2026 du secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. Le budget prévisionnel de l'ANPI pour l'exercice 2026 se présente comme suit en produit à 241 438 536 000 francs Djibouti et en charge 227 438 536 francs Djibouti. Le budget prévisionnel 2026 affiche une augmentation de 27,2 millions de francs Djibouti par rapport aux réalisations de 2025, passant de 214,1 millions de francs Djibouti en 2025 à 241,4 millions de francs Djibouti en 2026. Cinquième question, projet d'arrêté accordant un statut de l'organisation non gouvernementale à l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, ministère de l'Intérieur. Le projet d'arrêté a pour objet d'accorder le statut d'organisation non gouvernementale ONG à l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti. Créée en 2016, l'ANCLD est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901 et par la réglementation en vigueur en République de Djibouti. Elle œuvre à la promotion de la décentralisation et de la gouvernance locale. L'ANCLD regroupe l'ensemble des collectivités territoriales du pays, représentées notamment par le président des régions, le maire des communes ainsi que celui de Djibouti-Ville. Sixième question, ministère du Budget. Projet d'arrêté portant modifiant et complétant l'arrêté numéro 2025-049 PR, ministère du Budget du 11 mars 2025, portant attribution d'une parcelle de terrain sise à Saint-Fil au profit de la société Sky Construction. Le projet d'arrêté a pour objet la modification de l'arrêté numéro 2025-049, ministère du Budget, et l'incorporation d'une superficie de plus de 13 724 m² de la parcelle de terrain objet de titre foncier 36059 enregistré dans le livre foncier au nom de la société Sky Construction située dans la zone dénommée Sans Fil. Communication. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a fait une communication relative à la visite du président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, en République fédérale démocratique d'Éthiopie. À l'invitation du Premier ministre éthiopien, son Excellence Abiy Ahmed Ali, le chef de l'État a pris part à Djigdjiga à la cérémonie officielle d'inauguration d'un important complexe touristique dénommé Shebel Resort. À l'issue de sa participation à l'inauguration du complexe hôtelier de Djigdjiga, le président de la République s'est rendu en compagnie du Premier ministre éthiopien à Aïcha, localité éthiopienne frontalière de Djibouti, où il a pris part à la cérémonie de mise en service d'une importante centrale éolienne. Le ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'Industrie, a présenté un rapport de mission relative à sa participation à la 27e réunion ministérielle de l'initiative Horn of Africa, tenue à Mogadiscio en République fédérale de Somalie le 28 janvier 2026. Les échanges ont porté principalement sur l'initiative Mission 300, portée par la Banque mondiale
et la Banque africaine de développement visant à garantir l'accès à l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030. Le ministre a également fait un compte-rendu de sa participation en réunion de travail tenu à Jeddah où il a rencontré les présidents de la Banque islamique de développement et un accord majeur a été signé pour la création d'un centre d'oncologie renforçant la coopération en matière de santé. Enfin, lors de sa mission à Nairobi, le ministre a participé aux travaux sur la revue des performances du portefeuille national et les dialogues stratégiques relatifs à l'ancrage institutionnel de la Banque africaine de développement en République de Djibouti. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a présenté un rapport de mission relatif à la mission de travail qu'il a effectuée à Mogadiscio, en République fédérale de Somalie, du 6 au 9 février 2026. Enfin, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf a présenté un compte-rendu de sa participation à la 36e conférence internationale du Conseil suprême des affaires islamiques tenue au Caire, en République arabe d'Égypte, le 19 et le 20 janvier 2026 sous le thème « Les professions en islam, éthique, impact et avenir à l'ère de l'intelligence artificielle ». Merci. Et dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité au cœur de la région d'Ali-Sébié, le paysage urbain et commercial connaît une transformation majeure portée par une volonté politique affirmée de faire du développement local un moteur de croissance nationale. Ce dynamique qui concrétise aujourd'hui à travers 2 projets emblématiques qui renforcent l'autonomie économique de la ville. La visite qui a débuté par les échoppes commerciales réalisées par l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, inaugurée en 2025 par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Ces infrastructures sont devenues le symbole d'une insertion économique réussie pour les petits entrepreneurs. Ainsi, elles offrent un cadre moderne et structuré garantissant la pérennité des activités génératrices de revenus au profit des familles de Hassa Diogo. Le cap est désormais sur l'avenir avec le chantier du futur Galerie Marchande, un projet de loi phare de la politique de la décentralisation piloté par le Conseil régional d'Ali-Sébié, financé grâce au soutien stratégique de l'IGAD. Ces espaces illustreront la capacité des autorités locales à porter des projets structurants d'envergure régionale, répondant ainsi à l'invitation du président du Conseil régional ainsi que la ministre qui a apprécié que ce projet stratégique conduit en coordination avec le ministère délégué à la décentralisation qui s'inscrit dans une vision globale de développement territorial. Initialement lancé grâce à des dispositifs de microfinance, ces petites activités commerciales connaissent aujourd'hui un essor remarquable marqué par une augmentation constante du nombre de bénéficiaires, par ainsi une consolidation de revenus pour les ménages. Face à cette dynamique, la construction d'une infrastructure commerciale moderne s'est imposée comme une nécessité naturelle afin d'accompagner la croissance ainsi que l'économie locale et de créer de nouvelles opportunités d'emploi et d'investissement dans la région d'Ali-Sébié. Ainsi, dans le sillage de cette semaine nationale consacrée pour la solidarité de la région d'Ali-Sébié, avant-dernière étape de cette caravane de solidarité qui a vibré hier au siège du Conseil régional au rythme d'une forte mobilisation citoyenne. Sous l'égide de la ministère des Affaires sociales et des Solidarités, une cérémonie d'envergure a réuni les autorités nationales et locales. Se poursuit. En effet, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Oloufé Ismaïl, a entamé aujourd'hui l'avant-dernière étape de sa tournée, la région d'Ali-Sébié. Elle a visité ce matin des échoppes commerciales, une galerie marchande et a rencontré au cours d'une importante cérémonie les femmes leaders et les jeunes entrepreneurs de la région d'Ali-Sébié.
Dans le sillage de la Semaine nationale de solidarité, la région d'Ali Sabié, avant-dernière étape de la caravane de solidarité, a vibré ce lundi 9 février au siège du conseil régional au rythme de l'engagement citoyen. Sous l'égide du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, une cérémonie d'envergure a réuni les autorités nationales et locales pour célébrer les leviers de la résilience communautaire et l'élan entrepreneurial de la jeunesse à cette job. Le point d'orgue de cette journée fut la présentation officielle des groupements d'entraide par affinité, GEA, et des comités de gestion communautaire, CGC. Ces structures, piliers de la stratégie du ministère, visent à structurer la solidarité locale. En favorisant l'épargne solidaire et la gestion participative des projets, ces groupements transforment les bénéficiaires en acteurs directs de leur propre développement. C'est une véritable décentralisation de l'action sociale qui opère au plus près des foyers. La cérémonie a également mis en lumière le potentiel économique de la région à travers ces jeunes. Plusieurs initiatives entrepreneuriales locales ont été présentées, illustrant ainsi la volonté du gouvernement de passer d'une logique d'assistance à une logique d'opportunité. La présence des forces vives de la région a témoigné de l'importance capitale de l'événement. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Loufa Ismail Abdo, était entourée pour l'occasion du préfet adjoint de la région, Khadar Idriss Sougué, du président du conseil régional, Charmak Hassan Allali, et des parlementaires issus de la région. Cette mobilisation interinstitutionnelle réaffirme la synergie entre le pouvoir central et les élus locaux pour répondre aux défis de la précarité et bâtir ainsi un avenir inclusif pour tous les habitants de la région d'Ali Sabié. Nous sommes donc à Ali Sabié. Dans les jours à venir, la ministre va rencontrer les communautés de Ali Adé et de Holhol. Nous vous tiendrons informés de ces événements dans les jours à venir. Et dans leur intervention respective, une députée de l'Assemblée nationale, Mme Filsan Abdelahi, ainsi que le vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmed Ouaïs, rappellent que la Semaine nationale de la solidarité a été initiée pour aider la communauté vulnérable et à devenir autonome, à s'aider d'elle-même. Ali Sabié, les parlementaires locaux, dont le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmed Ouaïs, ont salué l'impact du ministère des Affaires sociales et des Solidarités et de cette initiative nationale. Ils ont rappelé que cette action cruciale aux faveurs des populations les plus démunies sont le fruit de la vision humaniste du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et de l'engagement de la première dame, Mme Khadra Mohamed. En porte-parole de la population de Hassan-Djoug, les élus ont exprimé leur profonde gratitude et réitèrent leur soutien total au couple présidentiel pour leur effort en faveur de la cohésion sociale et du développement inclusif. Ainsi que le président du conseil régional qui s'est exprimé en langue locale a souligné l'importance historique et morale de cette initiative, instaurant ainsi un rendez-vous solidaire qui repose sur une impérative. Écoutons le préfet adjoint. Distinct parmi nous, nous témoignons une fois de plus de l'engagement constant et sincère et solide de votre département en faveur des couches les plus vulnérables. Dans notre société, il illustre parfaitement des volontés fermes du gouvernement sous les hautes impulsions de son Excellence, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, de faire solidarité nationale, de la justice sociale, inclusion, le pilier essentiel du développement durable, équitable et humain. La Semaine nationale de la solidarité est bien plus qu'un simple événement institutionnel. Elle constitue du temps en forte mobilisation nationale, un moment privilège de partage, d'écoute et d'action concrète qui nous rappelle avec force que le développement humain ne peut être effectué que lorsqu'il est juste, équitable et inclusif. Elle incarne cette conviction du profond selon l'équitable et inclusif. Place à présent au témoignage des bénéficiaires. Plusieurs intervenantes se sont succédées au cours de la rencontre pour partager leur expérience. Habitants du chef-lieu ainsi que les localités de Doudoub, Balala et Galilée
Elles ont raconté comment le passage d'une assistance financière passive à une gestion collective structurée a transformé l'économie de leur foyer, renforçant la résilience de leur communauté. Leurs témoignages ont souligné la transition d'un modèle d'assistance vers un modèle d'autonomisation. Après 5 années de soutien financier, les femmes ont intégré un programme de prêt à taux zéro destiné à lancer les activités génératrices de revenus. Elles ont insisté sur le fait que leur réussite ne reposait pas uniquement sur l'apport du capital, mais surtout sur l'accompagnement technique et qui leur a été inculqué ainsi qu'une discipline rigoureuse en matière de gestion. Grâce à ces outils, leurs groupes ont réussi à transformer les crédits initiaux en capital solide dépassant le million de francs, permettant ainsi aux mères novices et expérimentées de stabiliser durablement l'économie de leur foyer. D'autres participantes, parlant au nom du groupe collectif, ont expliqué que leurs structures ont sécurisé les revenus de 15 membres actifs avant que le programme Les femmes exerçant de petits commerces faisait face à une grande précarité et incertitude du lendemain. Elles ont conclu en insistant sur l'importance de la formation reçue, affirmant que l'apprentissage de la gestion des comptabilités et de l'épargne a été ainsi bénéfique. Et dans son intervention, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ismaël Abdo, fait revenu sur sa première visite à l'ICB dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité, saluant ainsi les projets structurants inaugurés par le président de la République, son excellence Mohamed Guelleh. Écoutons un commentaire d'Ahmed. Dans son intervention au cours de cette cérémonie, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Ouloufa Ismaël Abdo, a expliqué qu'à son arrêt à Ali Sabié, à l'occasion de la Semaine nationale de solidarité, sa première action avait consisté à visiter les projets inaugurés par le président de la République, notamment des échoppes construites en face de la préfecture ainsi que des centres de formation et des crèches. Elle a exprimé une grande fierté et une immense joie de pouvoir témoigner au chef de l'État que sa vision et sa détermination pour sortir la population de la précarité étaient désormais concrètes et visibles. À cet égard, elle a réitéré ses remerciements pour ses réalisations tout en saluant la mobilisation de la radiodiffusion-télévision de Djibouti qui assure le lien entre les autorités et les citoyens. Elle a également félicité ses équipes et souligné que la population d'Ali Sabié constituait un exemple concret de l'utilité de la création du ministère des Affaires sociales et de solidarité dont les résultats sont aujourd'hui tangibles. Elle a rappelé que face aux bénéficiaires qui s'inquiétaient de ne pas avoir de lieu de vente malgré l'obtention de fonds, les échoppes construites par l'ADDS et le conseil régional apportaient une réponse directe. Avec 72 nouvelles échoppes sous la responsabilité du conseil régional, autant de personnes sortent de la précarité grâce à des activités génératrices de revenus. Citant l'exemple d'une habitante de Doudou Balala, elle a souligné qu'avec un président comme Ismaël Omar Guelleh, l'espoir est toujours suivi d'action. Poursuivant ses propos, la ministre Ouloufa a expliqué que les personnes qui avaient bénéficié de filets sociaux pendant 5 ans allaient désormais laisser place à d'autres pour devenir elles-mêmes commerçantes grâce aux prêts à taux zéro mis en place par le chef de l'État. Elle a loué la détermination des groupes d'entraide par affinité, les GEA, précisant que des femmes ayant débuté avec seulement 5 000 francs étaient parvenue, à force de travail et de patience, à réunir 11 millions de francs djibouti. Pour la région d'Ali Sabié, elle a annoncé que l'ADDS mettrait en place 30 nouveaux GEA, chacun bénéficiant d'un financement d'1,8 million francs pour un investissement total de 53 millions de nos francs dans le cadre du futur projet Khairat. Enfin, la ministre a évoqué la création de 50 micro et petites entreprises. Concernant le secteur du logement, la ministre a indiqué qu'après le branchement en eau des logements IOG par le président de la République l'année dernière, les efforts se concentraient désormais sur les quartiers Ar-Rahma et Galilée. Elle a précisé que 50 logements étaient en construction à Galilée et que l'eau sera raccordée, transformant ainsi cette localité en une véritable ville. La ministre a conclu ses propos en encourageant la population à se saisir de ces opportunités pour créer des activités économiques, notamment à travers le commerce transfrontalier.
Et dans la continuité de la semaine nationale de la solidarité, la ministre des Affaires sociales a inauguré hier à l'ICB un stock stratégique de proximité lors de l'avant-dernière étape de la caravane de la solidarité. Cette initiative qui confirme la volonté du gouvernement de renforcer la résilience des régions face aux crises. La région de l'ICB accueille ainsi un dispositif crucial, ce stock stratégique qui n'est pas un simple dépôt mais un outil de réponse rapide. En cas de crise alimentaire ou catastrophe naturelle, il permettra d'intervenir immédiatement sans dépendre des délais logistiques. Cette inauguration qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale vise à réduire les inégalités territoriales, à garantir ainsi une équité sociale. Désormais, la distance géographique ne constitue plus un obstacle à l'assistance humanitaire. Comme d'autres régions du pays, le Sud reste exposé ainsi au choc climatique, mais il est désormais mieux équipé pour y faire face. Les autorités locales et le chef coutumier ont salué une mesure qui renforce la sécurité et la sérénité de la région. Et dans une intervention, le directeur des Affaires sociales et de la solidarité, Mohamed Awali, rappelle que ce stock stratégique s'inscrit dans une vision globale de la décentralisation à l'aide sociale. Selon lui, la proximité est la clé de l'efficacité à l'ICB qui dispose désormais de son propre levier de réponse face aux chocs climatiques, économiques ou sociaux. Il a également salué le travail des équipes du ministère et ses partenaires locaux, soulignant que la solidarité nationale est une chaîne où chaque maillon compte. Une région. Ainsi, toujours sur le même site, le ministre Oulf Esmaïl Abdo a présidé une rencontre avec les responsables des stocks stratégiques du registre social d'LCBA, les bénéficiaires en présence des autorités régionales. L'objectif étant de vulgariser le concept de stock stratégique de proximité présenté comme un véritable levier de résilience. Ce dispositif permettra d'anticiper les crises alimentaires, d'assurer la disponibilité des produits de première nécessité et de stabiliser les prix pour protéger les ménages les plus vulnérables. La dimension humaine de cette rencontre a souligné par le président du conseil régional, Chalmaki Hassan Alalé, qui a insisté sur l'importance de l'implication communautaire pour la réussite du projet. Ainsi, les responsables ont réaffirmé la volonté de l'État d'agir au plus près des populations, transformant ainsi la gestion des crises en une stratégie durable de solidarité locale. Et pour clore cette journée, les femmes d'Ascaville ont invité la ministre à une séance de citat, d'invocation, de dua, de prière dans une ambiance assez de piété, de convivialité, afin de bénir cette journée ensoleillée.
Et nous partons pour l'Éthiopie où une délégation ministérielle est partie, une importante délégation djiboutienne conduite par le secrétaire général de la primature, Nagib Abdellah Mohamed Kamil, s'est rendue à Asmara, capitale de l'État Afar en Éthiopie, pour des échanges stratégiques avec les autorités éthiopiennes, les représentants des communautés Afar. Ainsi, la délégation comprenant le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Moussa Hilim, le sultan de Tajora, Ali Habib Ahmed, du parlementaire Ali Ahmed, ainsi que plusieurs responsables administratifs et coutumiers, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti auprès de Sanaa, Mohamed Ali Issé, participant également à cette mission de maintien de paix. L'objectif principal est de poser les bases d'un cadre juridique harmonisé du droit coutumier afar commun à 3 pays dans la sous-région, Djibouti, l'Éthiopie et l'Érythrée. Initiative à forte portée culturelle et sociale visant à la consolidation d'une architecture de paix régionale fondée sur la Mad'a Afar, justice coutumière. Ce dispositif privilégiant ainsi la médiation, la réconciliation et la réparation dans le règlement des différends, notamment intercommunautaires, tout en contribuant à prévenir de toute forme de violence dans la population. Accueillie chaleureusement par les autorités locales, la mission marque ainsi une étape majeure de le renforcement des coopérations régionales au service de la stabilité, la cohésion sociale et du vivre ensemble, dans la dynamique de valoriser ainsi de Mad'a Afar, patrimoine culturel immatériel majeur engagé dans le processus d'inscription sur la liste représentative des patrimoines culturels immatériels auprès de l'UNESCO. Et partons à Djikil cette fois-ci pour une mobilisation de soutien au président de la République pour les élections présidentielles prévues en avril prochain 2026 au complexe sportif de la région de Djikil, qui a vibré hier matin au rythme d'une mobilisation populaire d'envergure marquée par une participation massive et exemplaire de la population, notamment la jeunesse. Cette mobilisation visant à réaffirmer soutien total et sans équivoque à son Excellence, le président de la République, Hadj Ismaïl Omar Guelleh, en perspective des prochaines élections présidentielles. Une grande rencontre de soutien a été également organisée par le président du conseil régional de Djikil et le secrétaire national de la jeunesse du Rassemblement populaire pour le progrès, initiative de vaste mobilisation de la jeunesse de la région de Djikil. Placé sous le leadership rassembleur du président du conseil régional, illustrant ainsi mobilisation avec éclat, force, unité de la région de Djikil, la maturité politique d'une jeunesse consciente de son rôle central dans la construction de l'avenir national. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Ewomoun Asoué, ainsi que les parlementaires de la région, Nouria Wabri Oufeni, Mahmoud Hassan Farah, aux côtés de nombreux responsables politiques, administratifs et leaders communautaires. À travers cette démonstration populaire, la région de Djikil réaffirme son engagement indéfectible en valeur à la paix, ainsi à la stabilité et au développement incarné par la vision éclairée du chef de l'État, fidèle à son histoire et à ses engagements à Djikil, qui confirme ainsi son rôle de pilier solide de l'édification nationale. Hasi good be a
ujeedka haddaan nahay dhalinta cookaar goobtii midnimada loo gogol dhigay geelow ma ilaawi doono waxaad gobolkani u qabatay geelow waa noogu laabo hasii gudbiye warkayga ugubada murtid iyo ujeedka haddaan nahay dhalinta cookaar. Ainsi, la ministre de la Jeunesse et de la Culture à la tribune, félicitant ainsi le Dikilwa pour l'initiative de la jeunesse. Écoutons. Nous sommes 100% IOG. 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 C'est un grand honneur et un plaisir d'être avec vous ce matin, avec le président du conseil régional, les parlementaires. La jeunesse dikiloise a été au rendez-vous et on vous dit, c'est vraiment ce qu'il faut. Parce que le président de la République est le plus grand ami de la jeunesse. Donc je vous transmets ces salutations, ces félicitations. Ici, sur ce terrain, vous avez aujourd'hui exprimé votre plein soutien au président de la République. Donc c'est un honneur et un plaisir d'être avec vous. La jeunesse est présente, la jeunesse est aux côtés du président de la République pour les élections d'avril 2026. Donc je vais juste remercier tout le monde pour avoir été là. Donc les organisateurs avec en premier Mahad Drogba, qui est quand même le responsable de la jeunesse dans le bureau du RPP, qui est notre parti politique. Donc, il mérite des applaudissements. Je remercie aussi toute son équipe, tout son staff, la police, bien sûr, qui assure la sécurité, et les parlementaires, les associations de jeunesse qui ont vraiment répondu à l'appel. Vous avez tous vraiment été à la hauteur de cet événement. Donc, la police, la gendarmerie, l'éducation nationale, tous les membres ou les représentants des institutions publiques qui ont travaillé conjointement pour que ce matin, la jeunesse dikiloise puisse s'assembler et dire oui au 6e mandat. Oui au 6e mandat. Oui au 6e mandat. Oui au... Nous sommes dans la région de l'unité et c'est en unité, ensemble, collectivement, que nous allons dire oui au 6e mandat. Bravo, bravo et merci aux artistes qui sont toujours avec nous, aux artistes de Dikil. Donc bravo, bravo et au plaisir de se revoir la prochaine fois. Bravo la jeunesse dikiloise, bravo la jeunesse dikiloise. À partir d'aujourd'hui, la jeunesse dikiloise est mobilisée complètement pour dire oui au 6e mandat. Autre mobilisation également populaire à Aïla Hotel, sous la direction de la protection civile, qui affiche également leur soutien plein et entier aux prochaines élections présidentielles avec leur candidat Ismaël Omar Guelleh pour avril 2026. Aïla Hotel a été ainsi le théâtre d'une rencontre de mobilisation exceptionnelle organisée par la protection civile, rassemblant invités, sympathisants, partenaires autour d'un objectif clair, affirmer leur soutien total et sans équivoque à son Excellence Ismaël Omar Guelleh à l'approche des élections prévues en avril 2026. Événement qui a rassemblé de nombreux responsables civils et militaires, membres du corps de sécurité ainsi que leaders communautaires, jeunes engagés, venus témoigner leur confiance et vision à la vision du chef de l'État. Ils ont été illustrés ainsi avec force et unité la détermination de la société civile et les forces de la protection, accompagnant ainsi les orientations du gouvernement dans la construction d'un avenir stable et prospère pour la nation. Visite de la délégation du port de management d'Association of Eastern et Southern Africa
qui a effectué une visite complète des infrastructures portuaires de Djibouti dans le cadre du renforcement de coopération régionale et d'échange de bonnes pratiques. Délégation qui a débuté sa journée de tournée de visite par le port de Merjouk, où ils ont été accueillis par le directeur général. Une présentation détaillée des installations et fonctionnements ont été faites avant de clôturer la visite par une photo de famille sur le balcon. Programme qui s'est poursuivi à la CGTD avec un accueil similaire et explications approfondies sur les activités et la gestion opérationnelle du port, suivi là encore d'une photo de groupe. S'est rendu au port d'IMPI où les responsables des différents départements ont présenté les différents modes de fonctionnement et les services proposés avant de clôturer également la journée, la visite par une photo de la délégation avec les agents du DMP. Et enfin, la tournée qui s'est terminée au Free Zone de PK23, permettant aux membres de la délégation de mieux comprendre l'organisation et le rôle stratégique de cette zone logistique et le commerce régional. Cette visite qui souligne également l'importance du dialogue et de la coopération régionale pour renforcer l'efficacité, la connectivité et la compétitivité des ports de la Corne de l'Afrique. Et de là, nous allons à Tadjoura, une importante cérémonie d'ouverture marquant ainsi l'inauguration officielle de la branche de CAC Bank de la région de Tadjoura. L'implantation de la CAC Bank dans la région de l'intérieur s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État qui accorde une importance particulière à la décentralisation et au développement local. Dans cette dynamique que la CAC Bank concrétisait cette vision en œuvrant sa branche à Tadjoura, contribuant ainsi au renforcement de l'inclusion financière, l'amélioration à l'accès aux services bancaires pour la population de cette région. Cérémonie qui s'est déroulée en présence des autorités administratives locales, coutumières, ainsi que plusieurs invités à cette inauguration. À travers cette initiative, la CAC Bank réaffirme son engagement en faveur du développement économique et social de la région dans les régions de l'intérieur. de Tadjoura. Cette ouverture s'inscrit dans notre volonté de nous rapprocher davantage de notre clientèle et de lui offrir des services bancaires accessibles, modernes et de qualité. De l'ouverture de cette nouvelle agence de CAC Bank à Tadjoura, ville passant à la course effrénée des cyclistes du Tour de Djibouti sur la route vers Obok. Tour de Djibouti à vélo organisé par l'association de la promotion de l'éducation physique et des sports scolaires, l'APES, sous le parrainage du MEMFOB, en collaboration avec la garde républicaine, a franchi aujourd'hui sa 7e étape du jour longue de 50 km reliant l'embranchement de la route de Tadjoura-Ville entre le village de Ripta et les routes nationales 14 à la place du conseil régional d'Obok. Parcours particulièrement exigeant, marqué par des montées raides, des descentes abruptes et des virages serrés, pas moins de 25 nids de poules. Traversant l'itinéraire, les cyclistes du lycée d'Obok ont ouvert la course avec un circuit de 10 km au départ du camp de Markazi. À l'arrivée de la place du conseil régional, les coureurs seniors ont ensuite été déposés à 3 km de la ligne de départ afin de s'échauffer. Dès les coups d'envoi, la compétition s'est intensifiée. Les cyclistes ont attaqué les pentes abruptes et les virages serrés à vive allure.
étirant rapidement le peloton à plusieurs kilomètres en tête de course. Le quatuor habituel s'est formé. Abder Arafat de la garde républicaine face à Florent et Nicolas de la Fédération de cyclisme djiboutien. L'étape qui a rapidement pris des allures de duel entre les deux équipes, chacune multipliant les tactiques, les attaques pour prendre l'avantage. La décision qui s'est faite lors de sprint final, Florent a servi de lièvre avant de s'effacer au profit de Nicolas qui a profité d'une ouverture pour s'imposer sur la ligne devançant Abder Arafat qui a pris donc la deuxième place et s'est adjugé le titre de meilleur grimpeur de l'étape, tandis que Abder de la garde républicaine a terminé troisième devant Florent au terme d'une étape spectaculaire marquée par plusieurs incidents. golihii dhaqanka ku soo dhawow xayi ku soo dhawow bulshadeena goobta ku soo dhawow xayi ku soo dhawaada gebi ahaa gacmo furan walaalayaal ku soo dhawaada gebi ahaa gacmo furan walaalayaal ميتي توبكوي أهلا وسهلا أرحباي إنكي جايني كنا با أقول سهلا رحبا حي الأرحبا إنكي جايني كنا با أقول سهلا رحبا حي الأرحبا أرحباي أرحبا 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 الرسول أحيو كنا بالرسول أهعبني كنا بك العروات يا عبين مري رسول Je vous laisse à présent suivre les réactions et appréciations de cette journée. FDJ et la garde républicaine. Donc la garde républicaine a vraiment tout mis en œuvre pour assurer un podium à Djibouti. Donc nous, on a refusé de collaborer avec les coureurs de la garde républicaine parce qu'on avait Romain qui était légèrement distancé. On a tout fait pour que Romain rentre, mais il n'a jamais réussi à rentrer malheureusement à cause du vent. Donc ils ont fait une belle attaque. Voilà. Côté stratégique, j'apprécie que la garde républicaine, maintenant arrive enfin à travailler en équipe. Donc c'est accepté qu'il y en ait un qui se couche pour son leader. Voilà, moi me concernant, je suis toujours leader au classement général. Il ne reste plus que 2 étapes. Voilà, pour l'arrivée, moi je me suis fait un peu piéger. J'avais mal mémorisé l'arrivée et j'ai pas pu sprinter parce qu'en fait ça prenait un virage à gauche puis de suite un virage à droite et c'était de suite la ligne d'arrivée. Et j'ai pas pu lancer mon sprint correctement. Voilà, il ne reste plus que 2 étapes. J'espère rester leader jusqu'à la fin et puis voilà. Je vous remercie. Et toujours pareil, excellente organisation et je remercie. Je suis très heureux de participer à ce tour. Dans l'actualité nationale également, dans le cadre de sa mission sociale visant à promouvoir les valeurs de solidarité et de compassion, le douane Al-Zakat a organisé de la région de Tajoura au nord du pays une cérémonie dédiée à la distribution du profit de la Zakat et à la deuxième tranche du programme de parrainage des orphelins pour l'année 2025. Cérémonie qui s'est déroulée en présence du directeur général de douane Zakat ainsi que le préfet de la région et plusieurs autres représentants des autorités locales et
de nombreux bénéficiaires. Au total, 102 familles en situation de précarité ont reçu l'aide de la zakat, tandis que 84 orphelins, garçons et filles confondus, ont bénéficié du programme de parrainage. Initiative qui illustre ainsi les efforts continus du douane zakat pour garantir que les fonds atteignent les véritables bénéficiaires. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le directeur général a remercié les autorités locales pour l'accueil et soutien. Il a également rappelé l'importance de la zakat et du parrainage, soulignant leur rôle central dans la préservation de la dignité humaine ainsi que l'instauration de l'équilibre social. Le directeur a également réaffirmé la volonté de Douane d'élargir le cercle des bénéficiaires et de renforcer la transparence du collecte dans la distribution, conformément aux objectifs nationaux de lutte contre la pauvreté. Dimanche 8 février 2026, la gendarmerie nationale a accueilli une délégation de l'Académie militaire interarmée d'Arta, l'AMIA, conduite par le colonel Ibrahim Youssouf Dabar, directeur de l'Académie. Visite regroupant des officiers et élèves de la dernière année ainsi que leur encadrement. Reçue au centre d'instruction de la gendarmerie nationale, la délégation a été accueillie par le colonel Abdelkader Dini, commandant du centre, en présence du colonel Abdi Daher Mirani et Hussein Mohamed Qayad. Après les échanges de courtoisie, les officiers et élèves ont visité le musée de la gendarmerie qui a assisté à une présentation des missions de l'institution couvrant à la fois la sécurité publique, la défense opérationnelle du territoire. Une pause de café a été observée entre deux visites. La visite qui s'est poursuivie par des démonstrations opérationnelles incluant exercices de groupe cynophile, des manœuvres de maintien de l'ordre avec escadron de la gendarmerie mobile, ainsi que démonstration des capacités du GIGN. Les activités qui ont permis aux officiers et élèves d'apprécier concrètement le professionnalisme et le savoir-faire des militaires de la gendarmerie nationale. Les visiteurs ont également été immergés dans le fonctionnement du groupe cynophile avec les démonstrations. Et dans l'après-midi, la délégation s'est rendue à l'école internationale de perfectionnement de la pratique de la police judiciaire. Le commandement de l'école a présenté les programmes suivis de la visite, salles techniques, ainsi qu'au laboratoire des salles reconnues à l'international pour leur expertise. Ainsi, les laboratoires forensiques, cette journée a pu bénéficier aux élèves officiers à la journée qui s'est conclue par des échanges de cadeaux symboliques et des remerciements au directeur de la BIA, saluant la qualité de l'accueil ainsi que la richesse du programme visite pédagogique qui s'inscrit dans le cadre des initiatives visant à renforcer les connaissances des futurs officiers sur différents composants de la défense, de la sécurité ainsi que les grandes institutions nationales. Et de la passion à l'actualité hors de nos frontières, le système de santé de Gaza dévasté par la guerre et le blocus. Les médecins improvisent pour sauver des vies. Le système de santé de la bande de Gaza s'est aggravé à cause des graves destructions des infrastructures. De nombreux hôpitaux majeurs ont été ciblés, endommagés durant les opérations militaires. Leur fonctionnement a été amenuisé. Peinant d'accueillir les blessés, ainsi les établissements encore opérationnels font face à un manque critique de médicaments, de matériel médical, d'équipements de base, rendant donc la prise en charge des patients de plus en plus difficile. Ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti. C'était le journal de l'information. Merci pour votre confiance.